tubéreuses, de fleurs d'oranger et d'amandes. Et aussitôt, d'artificiels lilas naquirent, tandis que des tilleuls s'éventèrent, rabattant sur le sol leurs pâles émanations que simulait l'extrait du Tilia de Londres. Ce décor posé en quelques grandes lignes fuyant à perte de vue sous ses yeux fermés, il insuffla une légère pluie d'essences humaines et quasi félines, sentant la jupe, annonçant la femme poudrée et fardée. Le Stéphanotis, l'Ayapana, l'Opoponax, le Chypre, le Champaka, le Sarcanthus, sur lesquels il juxtaposa un soupçon de seringa, afin de donner dans la vie factice du maquillage qu'il dégageait un fleur naturel de rires en sueur, de joie qui se démènent au plein soleil. Ensuite, il laissa par un ventilateur s'échapper ses ondes odorantes, conservant seulement la campagne qu'il renouvela et dont il força la dose pour l'obliger à revenir ainsi qu'une ritournelle dans ses strophes. Les femmes s'étaient peu à peu évanouies, la campagne était devenue déserte. Alors, sur l'horizon enchanté, des usines se dressèrent, dont les formidables cheminées brûlaient à leur sommet comme des bols de punch. Un souffle de fabrique, de produits chimiques passait maintenant dans la brise qu'ils soulevaient avec des éventails, et la nature exhalait encore dans cette purulence de l'air ses doux effluves. Des esseintes maniaient, échauffaient entre ses doigts une boulette de styrax, et une très bizarre odeur montait dans la pièce, une odeur tout à la fois répugnante et exquise, tenant de la délicieuse senteur de la jonquille et de l'immonde puanteur de la gutta percha et de l'huile de houille. Il se désinfecta les mains, inséra en une boîte hermétiquement close sa résine, et les fabriques disparurent à leur tour. Alors il darda parmi les vapeurs ravivées des tilleuls et des prés quelques gouttes de New Mound Hay, et au milieu du site magique momentanément dépouillé de ses lilas, des gerbes de foin s'élevèrent, amenant une saison nouvelle, épandant leur fine effluence dans l'été de ses senteurs. Voilà pour ce fabuleux texte de À rebours de Huysmans. Le chapitre 10 de À rebours est entièrement consacré justement à cette question du parfum. Nous sommes en 1884 et évidemment le parfumeur, ou du moins des essaims s'essayant au parfum, devient un peintre. Il peut faire naître, grâce aux odeurs, tous les paysages qu'il souhaite avoir sous les yeux. Voilà, et on voit tout le chemin parcouru depuis César Birotteau. César Birotteau était un commerçant. Guerlain était présenté dans son prospectus comme un scientifique. Et puis, à la fin du 19e siècle, parce que la palette du parfumeur s'est énormément élargie, parce que des matières premières nouvelles sont accessibles grâce à des traitements différents, parce que les colonies ont permis d'aller à la découverte de fleurs qui étaient inexploitées jusqu'alors, et parce que la chimie a apporté à travers les ingrédients synthétiques une créativité nouvelle, les représentations se déplacent et du parfumeur commerçant, on passe au parfumeur artiste. Le parfumeur est un démiurge, c'est un créateur. Il crée des mondes. Il crée des mondes. Et c'est ça qui devient important, et c'est la valeur du produit va être déplacée elle aussi sur ce terrain artistique. On vend une valeur esthétique et plus simplement une valeur intrinsèque, hygiénique. Parce que de manière pratique, Eugénie Briot, en fait, le parfumeur parisien, par exemple, il va créer ses odeurs, mais il peut pas toutes les créer non plus. Il achète aussi, justement, des senteurs qu'il va mêler et ensuite, associer les unes aux autres pour créer son parfum. Le métier évolue de façon très radicale, en fait, à cette époque-là, parce que depuis l'Antiquité et jusqu'au début du 19e siècle, le parfumeur doit s'occuper à la fois de l'approvisionnement et bien souvent aussi du traitement des matières premières. Petit à petit, c'est le cas de César Birotteau avec son huile de noisette. Petit à petit, tout au long du 19e siècle, des sociétés se créent dont le métier est vraiment de traiter les matières premières. Donc, ce sont des sociétés. Il y a une chaîne de production qui se met en place. Une chaîne de production se met en place avec des entreprises comme Roure en 1820, Chiris dès 1768, qui, à Grasse, vont proposer un traitement des matières premières et les mettre à disposition des parfumeurs parisiens pour
pour qu'eux-mêmes créent leurs produits à partir de ces matières-là. Les synthétiques interviennent à la fin du siècle, Givaudan, Firmenich à partir de 1895. Donc la palette s'étend énormément et le métier de parfumeur se spécialise et petit à petit devient celui seulement du créateur qui va jouer avec cette palette extrêmement vaste et exercer un talent créatif qui va être le signe distinctif de la qualité. Oui, et Rosine Lereux, on peut dire aussi que ces années 1880 sont des années de très grande conquête géographique et coloniale, et que les colonies vont jouer un rôle aussi, ou on va leur faire jouer un rôle dans cet élargissement de la palette. On ne se fournira plus en ylang-ylang dans les Philippines, par exemple. On va essayer d'en fabriquer soi-même dans les propres colonies françaises pour pouvoir être indépendant, avoir ses propres réseaux d'approvisionnement, et peut-être là aussi créer de nouvelles senteurs, Rosine Lereux. Oui, alors en fait, on développe des grands domaines de production en Algérie, par exemple, mais également, en fait, certains parfumeurs s'étendent dans des endroits non coloniaux, disons, comme la Bulgarie. Et puis, effectivement, d'autres parfumeurs continuent à importer de très loin, notamment vous parliez d'ylang-ylang, donc la maison Rigaud, qui est une énorme maison de parfumerie, mais également de droguerie et de pharmacie, qui est un empire pharmaceutique en fait, en quelque sorte à l'époque, comme la maison Raspail du reste. Cette maison Rigaud se fait fort d'aller chercher des parfums extrêmement loin, et notamment, comme vous le disiez, d'ylang-ylang aux Philippines. Oui, on peut dire, Eugénie Briot, que cette fin de 19e siècle voit s'installer ce que nous connaissons aujourd'hui, d'une certaine façon. Il n'y a pas encore le numéro 5 de Chanel sur lequel vous avez écrit dans l'histoire mondiale de la France, mais il y a déjà les grandes maisons, on a cité les noms, Roger Gallet, Guerlain, Bourgeois sont déjà là, et aussi les grands fournisseurs dont vous avez dit les noms, Chiris ou Roure à Grasse. Tout est déjà prêt pour pouvoir justement faire ce que sera la parfumerie du XXe siècle et encore du XXIe siècle peut-être. Exactement, c'est vraiment le XIXe siècle qui met en place les enjeux de la parfumerie d'aujourd'hui et la structure du marché actuel, avec une palette dont l'intérêt des matières premières est très important, et aujourd'hui encore on continue à travailler sur l'élargissement de cette palette, sur la qualité de cette palette, et puis une distinction qui se fait par le talent créatif du parfumeur et non plus par la qualité hygiénique du produit. Donc ces enjeux-là, ils se mettent en place dès le 19e siècle, et la seule petite chose qui manque encore à cette époque-là au marché, c'est effectivement l'entrée des couturiers sur le terrain des parfumeurs, qui intervient à partir des années 1910 avec Paul Poiret, mais alors Paul Poiret appelle ses parfums les parfums de Rosine, donc il ne leur donne pas encore son nom de couturier, et il ne fait pas rejaillir l'image de sa maison de couture sur ses produits. C'est une erreur marketing que ne commettra pas Gabrielle Chanel. Elle comprend d'emblée que le nom Chanel rayonne suffisamment pour porter ce parfum dont il est difficile, on l'a dit tout à l'heure, de faire sentir le produit à distance. Et donc Chanel appelle son produit numéro 5. Elle l'associe à sa marque, et c'est vraiment la clé du développement d'une industrie entièrement nouvelle autour d'un travail autour de l'image et de l'histoire que le parfum raconte. Mais un talent de créateur, Eugénie Briot, qui reste aussi extrêmement secret, parce qu'on sait par exemple que les nez, donc ceux qui créent justement les parfums, sont pas des personnalités que l'on voit beaucoup. Il y en a très peu. Il n'y a pas d'école non plus, comme l'œnologie par exemple, pour apprendre à devenir justement un créateur de parfums, un grand créateur de parfums. Alors, il n'y a pas effectivement, il y a des structures universitaires ou des écoles qui existent pour préparer au métier de la parfumerie, de façon assez vaste, mais pas spécifiquement au métier de parfumeur, qui requiert une formation très longue et vraiment une expertise très spécifique. Et donc finalement, ce sont les maisons dont on a parlé tout à l'heure, Roure, Givaudan notamment, qui vont internaliser la formation des parfumeurs et en faire une compétence spécifique et clé de leur domaine à partir de la Seconde Guerre mondiale. L'école Givaudan est fondée en 1946 et c'est le début d'une ère nouvelle, effectivement, pour ces maisons de composition. Merci Eugénie Briot, on aura tout intérêt à vous lire, ainsi que Rosine Lereux. Pour votre part, c'est La Fabrique des parfums, naissance d'une industrie de luxe chez Vendémiaire. Et pour vous, Rosine Lereux, Une histoire des parfumeurs, France 1850-1910 chez Champvallon. Merci également à Elsa Dupuis qui a lu les textes pour nous.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Yanis Djoudad était aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous terminerons cette série d'émissions consacrée aux parfums et aux odeurs en nous interrogeant sur le rapport justement entre ces parfums et les divinités ou les religions. On parlera christianisme et islam, mais également Grèce antique.